Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va commencer cette soirée. Je m'appelle Sarah Proust, je suis experte associée de la Fondation Jean Jaurès et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je suis vraiment ravie de non seulement voir cette belle salle pleine, mais surtout de pouvoir animer la présentation de cet ouvrage. Cet ouvrage, La bascule du monde, que vous trouverez en vente grâce à un partenariat avec un libraire à l'entrée. Et comme nous approchons de la période de Noël, c'est quand même un cadeau que l'on peut faire facilement parce que c'est un bel objet. Habile. Ah oui, oui, non, mais j'ai préparé le... C'est un très bel objet, c'est un objet très utile, donc je vous encourage, au-delà du fait, vous allez le voir pendant une heure, que sur le contenu, c'est vraiment un beau livre. Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir d'abord accueillir tout le monde et présenter avec l'ensemble des contributeurs que je vais présenter dans un instant. C'est cet ouvrage qui est sorti il y a une petite dizaine de jours, La bascule du monde, qui est édité par les éditions La Martinière. Et vous allez voir pourquoi je cite tout le monde, c'est que cet ouvrage, c'est une œuvre collective. Il y a beaucoup de gens qui se sont engagés dans ce projet. Et ce livre rassemble des dessins de presse, de la photographie de presse sur des événements contemporains. Et donc, ça illustre effectivement cette expression, la bascule du monde. On va revenir sur cela. J'évoquais le fait que c'est une œuvre collective, d'abord parce que ce projet il a été co-dirigé par Cartooning for Peace, qui est une association sur laquelle on reviendra, qui a été créée en 2006 et qui défend le dessin de presse, qui défend la liberté de la presse et qui travaille par des expositions, par des publications aussi, à sensibiliser le public sur l'importance du dessin de presse comme vecteur d'information. Ce projet, c'est aussi une œuvre collective parce que c'est un partenariat avec Amnesty International et je sais aussi qu'il y a des représentants de cette ONG qui, depuis des années, travaillent sur la défense des droits humains, sur la défense aussi et la libération des prisonniers politiques et donc ils sont là. Donc voilà, c'est aussi un partenariat important. Et c'est une œuvre collective parce qu'il y a beaucoup de contributeurs dans cet ouvrage-là. 4 sont avec nous ce soir et sont venus explorer avec nous ce sujet du monde en bascule ou d'un monde en bascule. Je vais présenter maintenant les 4 contributeurs du jour intervenants. Je vous présenterai ensuite les modalités de la soirée, puis nous rentrerons dans le vif du sujet. D'abord, Pierre Aski, merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales, président aussi de Reporters sans frontières. Et vous avez écrit dans cet ouvrage l'introduction qui nous donne quelques codes de compréhension des éléments constitutifs de ce monde en bascule. Et donc, vous allez pouvoir nous expliquer ça dans quelques instants. Emmanuelle Asquette, bonsoir. Vous êtes commissaire d'exposition et directrice artistique photographique. Et vous avez co-dirigé cet ouvrage avec l'organisation Cartooning for Peace. Vous expliquerez notamment la démarche qui a été la vôtre, comment est né ce projet et comment on arrive à cet ouvrage-là. CAC, vous êtes dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace. J'imagine que vous en direz un mot tout à l'heure. Et on verra notamment un dessin, puisque passeront au fur et à mesure quelques-uns des dessins et quelques-unes des photographies que vous verrez dans l'ouvrage. Et puis Édouard Elias, vous êtes photographe de presse, on connaît votre travail en Ukraine, on connaît votre travail en Syrie, et on verra aussi quelques-unes des photographies que vous avez faites ces derniers temps. Dernier élément, c'est une œuvre collective qui devient, en tout cas c'est la manière dont j'ai lu cet ouvrage, dont il m'a ému, je dois dire, bouleversé, je crois qu'il devient un lieu commun. Et lorsque j'évoque un lieu commun, c'est qu'il me semble que sont rassemblées là des images fixes dont nous, lecteurs, on n'ignore rien. Tous les événements qui sont traités là, on les connaît, on les a vus. Mais par le traitement que vous en faites, chaque image, chaque photographie nous permet, dans un même mouvement, à la fois de prendre de la distance par rapport au sujet ou par rapport à l'objet, mais aussi de s'en rapprocher. Et je crois que ce travail-là que vous nous permettez de faire à nous, lecteurs, de pouvoir appréhender autrement un événement difficile, parce que même si dans la bascule du monde, il y a aussi des éléments qui nous interpellent, pas que des éléments liés à la guerre, on le verra tout à l'heure, mais vous nous permettez, je crois, de trouver l'endroit juste où se placer, nous, quand on est lecteur, quand on cherche à comprendre ce qui se passe, pour comprendre, pour intégrer cette actualité et pour accepter de voir les choses telles qu'elles sont et telles que vous nous proposez de les regarder. Donc merci beaucoup d'avoir travaillé à cet ouvrage parce que je crois qu'il est utile et qu'il va aussi nous aider à nous repérer. Et je crois que dans le monde dans lequel on est, avoir des temps pour se repérer est tout à fait utile. Donc nous allons commencer par raconter un peu l'histoire de ce projet et puis caractériser, qualifier un peu ce moment de bascule. Et puis nous avons choisi 2 thèmes.
qu'on va explorer ensemble. Le premier, c'est justement sur la notion d'image. Donc vous allez voir sur le livre, vous l'avez compris, on est à la fois sur des images, des dessins de presse et aussi sur des photographies, et beaucoup sont mises en regard, sans que ça ait été évidemment intentionnel de la part des auteurs du dessin et de la photographie, et c'est ça qui est intéressant. Et donc on va comprendre un peu cette lecture de l'image et la complémentarité des deux supports, et c'est à partir de cette articulation qu'on va comprendre comment on peut lire autrement cette bascule du monde. Et le deuxième thème qu'on va regarder, explorer ensemble, c'est le lien entre la liberté de la presse et la démocratie, puisque cet ouvrage, il ne vient pas à n'importe quel moment et il a des intentions très fortes. Et il a notamment l'intention de rappeler toute l'importance pour la démocratie d'avoir une presse libre, de pouvoir raconter des choses, de pouvoir photographier, de pouvoir aller sur les terrains pour informer les citoyens que nous sommes de ce qui se passe dans le monde. Donc voilà les deux sujets à propos desquels nous allons discuter ce soir. Et on va rentrer dans l'ouvrage avec vous, Emmanuel. Vous avez écrit l'avant-propos et vous détaillez ce que sont et votre démarche et vos intentions dans ce projet, donc dans ce livre. Et on part au fond d'un élément un peu intriguant qui est qu'on n'a probablement jamais eu autant accès aux images. Elles nous viennent même sans qu'on les sollicite. On est tout le temps face aux images. Mais peut-être que les images n'ont jamais été aussi mal lues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est un paradoxe, un lien de causalité, c'est peut-être un peu difficile de le dire maintenant, mais dans vos intentions, on a le sentiment que vous avez voulu dire qu'il fallait prendre le temps de lire une image, parce qu'une image, c'est une information, c'est un message, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre, et que prendre ce temps-là fait partie, je crois, des intentions et des genèses du projet. Je vous laisse compléter. Oui, alors bonsoir, merci d'être si nombreux. Alors oui, tout à fait, c'était vraiment l'intention, une des intentions premières. Je vais peut-être vous dire quelques mots sur la genèse du projet, puisque je pense qu'elle est importante. Les bonnes idées, elles naissent parfois des belles rencontres, et cette rencontre, c'est une rencontre avec Laure Simoès, qui était directrice éditoriale de Cartooning for Peace au moment où moi je travaillais pour l'agence Magnum Photo en tant que chargée d'exposition. Et on se connaissait bien et on avait l'envie de faire un projet ensemble. Et à l'époque, on avait commencé comme ça à avoir une intuition qu'on pouvait peut-être essayer de rapprocher nos deux matériaux. Donc pour moi, la photographie de presse, parce que je travaille avec des photojournalistes, elle le dessin de presse. Et c'était, voilà, on avait réfléchi à un projet sur la crise migratoire, parce qu'à l'époque, vous vous souvenez peut-être de cette image du petit Ilan qui avait fait, voilà, qui avait beaucoup circulé. Les dessinateurs d'ailleurs s'en étaient beaucoup inspirés aussi. Et on avait comme ça commencé à rapprocher dessin et photographie, d'abord avec une recherche d'acquaintance formelle, un geste un peu ludique, mais tout en voulant focaliser l'attention sur ce qu'était une image. Et ça fonctionnait pas mal. Bon, le projet n'a pas pu se faire, et aujourd'hui, on a pu l'élargir, le développer grâce à l'invitation de La Martinière. Et cette thématique de la bascule du monde. Donc voilà, donc on a sélectionné, on a travaillé comme ça par un jeu de ping-pong. Je suis partie au départ des propositions éditoriales de cartooning toutes les semaines. Il y avait un certain nombre de dessins édités sur le site. Et j'ai cherché quelques photographies en correspondance. Et puis au fil des semaines, il y a eu beaucoup plus de porosité entre nos pratiques. Cartooning proposait des photos, moi je plongeais dans le dessin, et on a pu comme ça faire ressortir une centaine de duos et les éditer. Alors en effet, il y avait plusieurs objectifs dans le projet. D'abord, ce parti pris formel, l'idée de faire résonner les images entre elles. Alors au-delà du fait de nous émerveiller des correspondances volontaires, parfois fortuites, autour d'un même moment d'actualité, ou fortuites ou volontaires d'ailleurs, il s'agissait surtout de faire résonner les échos et les écarts qui se jouent entre photographie et dessin de presse, pour porter un regard peut-être plus attentif sur ce que ce moment racontait et sur la façon dont les journalistes de l'image l'interprétaient. Voilà. Ensuite, cet outil, ce livre, il a été pensé comme un outil d'éducation à l'image, un outil qui peut peut-être permettre de comprendre comment se construit un regard, ou comment faut-il déconstruire un regard, comment apprendre à lire les images, parce que je pense que c'est une priorité
le monde dans lequel on vit. Et puis c'était également une façon de rendre hommage à ces deux professions que sont les journalistes de l'image fixe, les photojournalistes et les dessinateurs de presse, avec qui on travaille au quotidien et qui font un travail formidable pour aller capter le réel, pour l'analyser sur le terrain et après. Et puis peut-être modestement aussi contribuer à la constitution d'une mémoire collective, de cet inconscient collectif de l'image, qu'on a tous d'ailleurs. Voilà, c'était un peu les 4 points qui nous ont préoccupés pour construire ce projet. Merci Emmanuel. On va continuer à rentrer dans le livre, puisqu'après l'avant-propos, il y a une introduction. L'introduction avec Pierre Aski. Dans cette introduction, comme régulièrement dans vos chroniques médiatiques que l'on suit, vous décodez, vous analysez un moment, un événement international au moment où il se déroule, ce qui n'est pas la chose la plus facile à faire, mais ça nous permet à nous, lecteurs, auditeurs, etc., de nous aider à nous repérer sur ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement aussi l'objet de l'introduction que vous faites. Donc la question, évidemment, qu'on se pose dans cette bascule du monde, c'est quels sont pour vous, ou selon vous, les éléments un peu constitutifs d'un monde qui serait réellement nouveau? Quels sont les éléments un peu novateurs? Et je prends beaucoup de précautions en disant pas par rapport à quand, parce que quand on est sur des choses en bascule, c'est important de dire depuis quand on bascule, mais ça, je vous laisse, puisque vous évoquez ça dans votre introduction. Pierre. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis parti, en fait, des interrogations qu'on a tous. Je pense que je résume tous les gens qui sont dans cette salle. On allume la radio le matin en se disant qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Quelle nouvelle guerre a démarré quelque part? Qu'a dit Trump ou qu'a fait Trump pendant la nuit? C'est-à-dire qu'on est dans un moment d'incertitude telle qu'on est au jour le jour en train de se demander ce qui nous tombe sur la tête. Et je suis confronté à ces questions en permanence, parce que je fais pas mal de débats à travers la France, et les gens sont, à juste titre, un peu angoissés par tout ça. Et je pense que le fait de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre aide beaucoup déjà à dédramatiser l'ampleur de ce qui se passe et le fait de ne pas être ballotté par les événements. Et en fait, moi, j'ai essayé d'expliquer de manière assez pédagogue, comme j'essaie de le faire le matin à la radio, cette bascule du monde. C'est quoi la bascule du monde? C'est le fait que l'ordre international, c'est-à-dire les règles du jeu les règles du jeu qui gouvernent les relations entre les États, cet ordre international qui a été créé en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été révisé en 89-91 à la fin de la guerre froide, il est en train de s'écrouler aujourd'hui. Et il s'écroule pour plusieurs raisons, et c'est intéressant de les comprendre. Il était contesté depuis des années par les pays du Sud, qui disait en 1945, quand vous avez créé cet ordre, nous, on n'existait pas, il y avait le monde colonial, il y avait 52 pays à la naissance des Nations Unies, il y en a 200 aujourd'hui. Or, les Nations Unies sont toujours dirigées, de fait, par les 5 pays du membre permanent du Conseil de sécurité, qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et toute réforme a été impossible, parce que pour faire une réforme, il faut l'unanimité, et l'unanimité ne s'est jamais produite. Donc, il y avait cette contestation. Et puis sont arrivées les contestations plus radicales encore de la Chine et de la Russie, en disant cet ordre international, il est au service des Occidentaux, il est au service des États-Unis, et nous voulons renverser la table. Donc ça, c'était le deuxième coup de butoir. Et celui qu'on n'attendait pas, c'était Trump. C'est-à-dire, Trump arrive et il dit « Moi aussi, je veux renverser la table ». Et ça, on ne l'avait pas imaginé. Et il y a cette déclaration le 19 janvier, donc la veille de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Marco Rubio, son secrétaire d'État, est devant le Sénat américain. Et pour la confirmation de son poste, ça se passe comme ça aux États-Unis, les ministres sont confirmés par le Sénat. Et il fait cette déclaration liminaire dans laquelle il dit « L'ordre international de 1945 nous a bien servi. Il est aujourd'hui non seulement obsolète, mais il est devenu une arme dirigée contre nous. Nous devons en trouver un autre. » Donc, et c'est là que le choc des Européens se produit, c'est que tout d'un coup,
on est les derniers, le village d'Astérix, des défenseurs de cet ordre international fondé sur le droit, etc., même s'il n'est pas toujours respecté. Et on se retourne et il n'y a plus personne derrière. Et c'est ça qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a le retour à des rapports de force, là où on pensait que le monde se construisait sur le droit. L'Union européenne s'est construite sur le droit, et on pensait que, en gros, on était un modèle qui allait s'étendre au reste de la planète. Or, c'est exactement le contraire qui se produit, c'est que le reste de la planète revient au rapport de force et est en train de l'importer chez nous. Et c'est ça qui est en jeu dans cette bascule du monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui va sortir de cet écroulement de ce monde avec un Trump qui aujourd'hui est à l'offensive, on le voit partout, avec une mentalité qui est celle du 19e siècle. Et c'est ça qui, je trouve, très frappant et qu'on a parfois du mal à comprendre. Quand Trump dit « je veux que le Canada devienne le 51e État des États-Unis », on se dit « mais qu'est-ce qui lui a pris ? Il a mal dormi, il s'est réveillé, on est dans un cauchemar ». Ben non, il fait juste un bond en arrière de 2 siècles. En 1812, les 14 États qui composaient les États-Unis à l'époque attaquent les territoires du Nord qui sont encore occupés par les Anglais et qui sont le Canada actuel, pour en faire le 15e État des États-Unis. Ils perdent cette guerre. Et donc, ça devient le Canada par la suite. Et Trump, il n'a rien inventé. Il fait juste un retour en arrière de 2 siècles. Et pareil, quand il veut le Groenland, les États-Unis ont acheté l'Alaska au 19e siècle. Ils ont acheté la Louisiane à la France, l'Alaska à la Russie. Ça se faisait comme ça au 19e siècle. Il veut simplement revenir avant cette montée en puissance du multilatéralisme qui s'est faite au XXe siècle, après la Première, puis après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça, c'est des clés qu'il faut avoir en tête. Le héros de Donald Trump, c'est le président McKinley, à la fin du 19e et au début du 20e, et qui était le roi des droits de douane. Le monde est relativement simple quand on commence à trouver ces clés dans l'histoire. Ça ne dit pas pour autant vers quoi on va, parce que je pense qu'on est dans une période d'incertitude où aucun des acteurs de ce monde ne sait où on en sera dans 3 mois. Et c'est assez alors à la fois effrayant et stupéfiant de se dire qu'on est dans cette incertitude totale et qui se double d'autres incertitudes, et c'est là que le monde devient compliqué, technologique. L'impact de l'IA, on commence à s'en rendre compte, mais on n'est qu'au début de cette histoire. Pareil, là encore, dans 5 ans, dans 10 ans, on n'est pas capable de se projeter. Et évidemment, la crise climatique et ce qu'elle va produire sur cette planète. Donc, tout ça, ce sont des grosses rivières qui font qui alimentent cette situation dans laquelle nous vivons. Merci beaucoup. On peut peut-être revenir sur l'image, sur le duo juste précédent. Merci à Laure, dont on a parlé à l'instant, qui est à l'origine du projet de Cartooning for Peace et qui a préparé avec Gabriel de l'association aussi des duos. Voilà, je voulais au moins vous mentionner parce que vous avez beaucoup contribué à ce projet. Et donc là, on voit exactement ce qu'il y a dans ce livre. Donc Kak, le dessinateur de ce projet-là, avec... Bon, en fait, je vais en parler moins bien que vous. Pierre, je sais que vous êtes attaché à ce dessin. Kak, vous l'avez dessiné. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur cette bascule du monde il me plaît beaucoup. Ce duo me plaît beaucoup. Et c'est pas parce que Kak est à côté de moi, mais au début, j'avais même pas vu que c'était Kak. Donc c'est sincère. Non, ce qui est formidable, c'est qu'on a la photo d'origine qui ne dit que ce qu'on veut y mettre. On n'a pas les paroles qui vont avec cet entretien, et que Kak se permet d'y rajouter le sous-texte et même de rajouter le fantôme qui n'est pas dans la pièce, mais qui est l'objet de toutes ces discussions, qui est Zelensky et l'Ukraine. Et donc, moi, je trouve ça génial, c'est-à-dire d'une scène qui est réelle, qui a existé, le dessinateur a cette liberté d'y rajouter un texte qui est sans doute le vrai, d'ailleurs, mais qui est dit peut-être en des formes plus
plus diplomatique. Mais voilà, là, on a un très bel exemple où le dessinateur et le photographe ont représenté la même scène, mais avec évidemment tout ce que permet le dessin. On va justement passer à ce premier thème avec Kak et Édouard, en utilisant ça, mais toutes les autres. Ce qui est intéressant sur la notion d'image, et Pierre vient de l'évoquer, c'est donc là on parle de deux images. On parle d'un dessin de presse et on parle d'une photographie de presse qu'on n'a pas toujours associé. Enfin, c'est assez rare d'avoir un document, un ouvrage commun qui associe les deux. Encore une fois, avec la photographie date de 2017 et le dessin de 2024. Donc en plus, il peut y avoir parfois des temporalités différentes. Vous êtes tous les deux des professionnels de ces deux types d'images-là, le dessin de presse pour Kak et la photographie pour vous, Édouard. Et donc, la question que je voulais poser, mais évidemment, Pierre et Emmanuel pourront répondre aussi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez voulu raconter en mettant côte à côte ces duos-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que c'est une autre lecture et effectivement, l'espace qui est laissé là dans la photo est rempli par le dessinateur, mais on l'avait déjà vu un peu Zelensky sur cette image. Donc, est-ce que c'est une manière de raconter le même événement autrement ? Est-ce que c'est permettre au lecteur d'avoir une appropriation un peu différente d'un sujet ? Est-ce que c'est offrir des niveaux de lecture différents ? Est-ce que c'est complémentaire ? Bref, sur ces deux outils-là, qui sont deux outils différents, et je crois qu'on ne peut pas tout à fait manier les deux de la même manière, vous raconterez aussi sur la fabrication. Qu'est-ce que pour vous, professionnels de ces deux-là, acteurs, fabricateurs, qu'est-ce que ça raconte dans votre travail ? Kak, pour commencer, puisque vous êtes l'auteur de ce que vous avez au-dessus de vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Sarah, pour ce débat. Merci à la Fondation, évidemment, Jean Jaurès, de nous accueillir, à double titre, parce que non seulement ils nous accueillent là maintenant, nous toutes et tous, mais par ailleurs, ils accueillent aussi les bureaux de Cartooning for Peace, au dernier étage au-dessus. Donc on est chez eux, mais vous êtes un peu chez nous aussi. D'abord, ça va paraître une terrible flatterie, mais moi je suis bluffé par ce bouquin. Cartooning for Peace fait régulièrement des livres, tous très beaux. On travaille beaucoup avec Gallimard, notamment. Celui-ci, donc avec les éditions de La Martinière, moi, m'a soufflé quand je l'ai feuilleté. Franchement, ça, à chaque fois, bon, j'adore le dessin de presse. Donc quand je feuillette des livres, ceux de cartooning, c'est surtout du dessin de presse. Il n'y a pas de photos dedans, ce qu'on fait d'habitude. J'adore, je vois les dessins de mes consoeurs, de mes confrères, c'est génial. Là, franchement, je suis resté complètement scotché par le livre. Au début, quand l'équipe m'avait parlé du projet, je me demandais si ça marcherait. J'étais un peu dubitatif, je me disais, il faut essayer. Mais je me demandais vraiment, est-ce que ça m'est, évidemment, comme vous le voyez là, ça m'est arrivé de m'inspirer de photos pour dessiner. Mais je ne voyais pas trop, vraiment, le résultat que ça pouvait produire. Et quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, c'est d'abord, c'est une évidence, ça marche, mais hyper bien, franchement. Ce dialogue entre photo et dessin. Alors, dessin inspiré de la photo ou pas. Le plus fascinant, c'est quand c'est pas fait exprès, d'ailleurs. C'est quand vraiment la photo et le dessin se ressemblent énormément dans le mouvement, dans les formes, dans les positions des personnages, dans le regard, alors qu'en fait, le dessinateur n'est pas du tout parti de la photo. Ça, c'est assez fascinant. Et ça fonctionne. Et c'est un livre et qui, en plus, c'est plein de fond, puisque c'est pas juste une série de dessins et de photos, accompagnée par l'introduction de Pierre, par une interview qu'on a faite avec un confrère d'Édouard qui s'appelle Guillaume Herbeau. Il y a vraiment aussi beaucoup de fond dans ce livre. Donc c'est honnêtement, franchement, hein, c'est un super livre. Non mais je le dis pas à chaque déjà. Donc merci à ceux qui nous ont permis de le faire, aux éditions de La Martinière, à Eva Levesque ici présente, à Amnesty International qui nous soutient à chacune de nos éditions et à celle-ci aussi, Pauline David ici présente. Merci beaucoup et à l'équipe de Cartooning et bien sûr Emmanuel à mes côtés. Parce que c'est un travail énorme qui a été fait en très peu de temps, en fait. Donc, Barbara Moyersen, la déléguée générale, Laure Simoès, la directrice éditoriale, et les autres membres de l'équipe qui sont là. Comment ? Gabriel Cadet, absolument. Alors après, je ne vais pas être trop long dans l'introduction, on parlera de Cartooning for Peace après, peut-être, parce que là, je vais juste répondre sur le dessin et la photo, comment il parle, c'était la question directe. Bon, là, on est sur l'exemple, dans celui qu'on a vu du dessin que j'ai fait, on est sur l'exemple, clairement, je me suis inspiré. Alors, c'était pas cette photo, puisque comme vous l'avez dit, il y a plusieurs années d'écart entre cette photo et là. C'était vraiment, j'ai illustré le jour même la discussion qu'il y avait eu, l'une des multiples discussions, mais là, ils étaient en présence physique. Donc, je pense que c'était peut-être après le sommet de l'Alaska. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Alors, la plupart des dessinateurs de presse, notre premier réflexe, on fait une esquisse. Donc là, on jette ce qu'on a en tête.
Mais déjà ça, c'est forgé par les images qu'on a vues avant. Déjà. Quand on jette ce qu'on a en tête, c'est évidemment notre imaginaire individuel et collectif, il est basé sur les images d'actualité, le cinéma, la télévision, les tableaux des grands maîtres. Enfin, c'est toutes les images qui ont forgé notre conscience visuelle. On le jette sur papier. Et après, ce que j'aime bien faire, moi, qui n'est pas obligatoire en dessin de presse, mais j'aime bien coller à quoi ressemblait vraiment la scène, réellement. Donc déjà, vous retrouverez que Donald Trump et Vladimir Poutine sont très ressemblants. J'ai essayé de coller le plus possible à la réalité. Surtout les coiffures. Je vais en dire un mot, en particulier les coiffures. Et puis, non mais je regarde, en fait, pour être sérieux, je regarde quel costume il porte ce jour-là. Pourquoi ? Parce que moi, j'essaie d'être dans la connivence avec ceux qui ont pris les vraies images et avec les lecteurs qui vont voir ces images. J'aime bien qu'ils se disent, le dessin est une prolongation de cette actualité. C'est pas juste un délire qui passe à côté, c'est une prolongation de l'actualité. Quelque part, la photo, c'est vous, lecteurs, voilà ce que vous auriez pu voir si vous aviez été là, avec tout ce qu'une photo peut avoir de subjectif. Je sais pas, Edouard voudra sans doute en parler. Il ne faut pas croire que la photo est hyper objective non plus, mais plus que le dessin, ça c'est sûr, ça clairement. Voilà ce que vous auriez pu voir si vous étiez là, et le dessin, c'est un peu, voilà ce que vous pourriez en penser. Et la photo est une invitation à partager un moment, le dessin, pour moi, est une invitation à partager un débat. C'est-à-dire, le dessin vous dit, voilà ce que j'ai ressenti moi. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti ça ? Vous pouvez réagir, répondez-moi. Mais ils sont évidemment tous les deux la prolongation d'un phénomène d'actualité réelle, et c'est en ça qu'ils sont tous les deux une forme de journalisme. Après, la liberté qu'on a évidemment en le dessin, c'est qu'on recrée l'image, donc le photographe peut évidemment la travailler, la recadrer. Édouard vous le racontera, ils font beaucoup de choses pour choisir l'image. Nous, on la réinvente quelque part, donc on a énormément de liberté. On peut rajouter des personnages, on peut inventer des scènes qui n'existent pas, on peut les déshabiller, les rhabiller, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est le côté sympa. Et dans ce dessin, l'un des artifices classiques, pas systématiques, mais classiques du dessin de presse, c'est la caricature. Et ça, c'est une des vocations originelles du dessin de presse, qui est d'abord de maintenir en vie notre capacité collective, pas que la mienne, notre capacité collective à rire des puissants. Au départ, c'est ça, le dessin satirique, au départ, c'est notre capacité à rire des autres, en général, de la société, de vous, de moi, de nous toutes et tous, mais plus particulièrement des puissants, avec tout ce que ça comporte. Ce n'est pas que les hommes politiques. À l'époque, c'était les religions. Les tout premiers dessins de presse qu'on a trouvés, 15e siècle, c'était sur le pape. On voit le pape assis sur un cochon, le puissant, c'était lui. Ben oui, à l'époque, le pape était beaucoup plus puissant qu'aujourd'hui, les religions en particulier. Et donc là, on utilise cet artifice qui est... Et quand je dis que c'est pour vous tous, parce que dites-vous bien que le jour où une dessinatrice, un dessinateur de presse n'a plus le droit de faire ça, c'est-à-dire de dessiner M. Trump ridicule comme ça, vous n'aurez pas le droit non plus, il n'y a pas de raison. Donc ce travail de la satire, que font aussi les humoristes politiques que vous pouvez entendre en radio ou en télé, c'est de maintenir allumée cette petite flamme collective de la société à être en capacité dans les démocraties. Et c'est de moins en moins fréquent sur la planète, à être en capacité de rire des gens qui nous dirigent. Voilà pour commencer. Pas être trop long. Merci beaucoup. Alors, Édouard Elias, le photographe de presse, quand il voit ces deux images ou toutes les autres qu'on a vues, ça c'est la vôtre, peut-être que vous pouvez commencer par parler de celle-ci qui a été prise en janvier 2025. En Syrie, oui. Alors je vous remercie déjà à tous d'être là, et puis à la Fondation Jean Jaurès ainsi que Cartooning for Peace. Voilà, je m'associe aux remerciements de CAC. Donc c'est assez intéressant parce que en tant que photographe, moi je suis plutôt confronté à une forme de réalité lorsque je vais sur le terrain, mais je pense un peu comme le dessinateur, on en a un peu échangé tout à l'heure. Moi aussi je projette. J'ai plein d'images en tête lorsque je pars quelque part. La seule différence, c'est lorsque j'arrive, ça ne correspond absolument pas à ce que j'avais imaginé. Donc, je suis obligé de m'adapter, on va dire, un peu aux situations auxquelles je suis confronté. Alors, en tant que photographe de presse, il y a déjà toute une démarche pour aller sur le terrain, pour s'y rendre. Donc, en fait, la liberté est très importante, c'est de pouvoir trouver un fixeur, un guide qui va m'aider. En fait, on est souvent à plusieurs, on est souvent en équipe. On partage aussi notre temps avec des gens qui ont des médiums différents. Là, en l'occurrence, j'étais avec Arthur Saradin, un journaliste qui lui écrit, qui prend des témoignages. Et donc, en fait, on va s'inspirer de tout ça. Photographier, ce n'est pas seulement voir quelque chose, appuyer sur un bouton. Moi, j'aime bien dire qu'un photographe ne photographie pas ce qu'il voit, mais ce qu'il veut. Et donc, il va chercher dans sa démarche à allier déjà des archétypes qu'il a déjà en tête, donc des images qu'il a déjà vues. Moi, cette statue me faisait penser à beaucoup de choses, donc des photos de Koudelka en ex-Union soviétique avec Lénine qui part en bateau. Il y avait l'effondrement des empires, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans l'art classique,
avec la chute des statues, la chute que ce soit l'Empire romain, etc. Et en fait, moi, j'aime bien travailler finalement sur la répétition de l'histoire. Je me suis rendu compte de vraiment ça en Syrie. C'est que pour éveiller chez vous, on va dire, une connivence avec mes images, j'ai envie que vous ayez l'impression de l'avoir déjà vue. Que cette image-là, vous l'avez déjà vue. Que les montagnes de chaussures dans la prison de Saïd Naya vous rappellent les camps de la mort, même si ce n'est pas les mêmes proportions, même si ce n'est pas les mêmes choses. Donc mon devoir aussi est d'apprendre, de lire, d'écouter, pour essayer de le retrouver dans le moment où je vais choisir la prise de vue. Le dessin est très important pour moi. Moi, je pense être un enfant de la bande dessinée. Et c'est ça qui m'a vraiment, entre guillemets, amené à choisir ce type de format. D'ailleurs, le format la vue de panorama, qui, pour moi, correspond aussi à une autre forme de lecture de l'image. Alors, c'est très dur à publier. Je pense que je pose beaucoup de difficultés aux journaux auxquels j'envoie mes images. Je ne leur facilite pas la tâche. En plus, le noir et blanc. En plus, la pellicule qui amène une temporalité différente. Mes images n'ont pu être développées que 3 semaines après 3 semaines après la prise de vue. Parce que quand je rentre, j'ai besoin frénétique de les développer, de les scanner ou de les tirer. Et on en arrive là. La Syrie, l'idée était de montrer la chute d'une civilisation. C'était le régime baassiste de Bachar el-Assad qui, pour moi, est l'apogée d'un système totalitaire. Et de faire des références avec le passé. D'où le choix de cette photo. Et lorsqu'on la met en corrélation avec la photographie, le dessin de presse qui a été réalisé, je trouve que le choix est très très bon. Parce que toutes les interrogations qu'on a aujourd'hui en Syrie en ce moment, c'est de se dire qu'est-ce qu'il va y avoir après. C'est que j'ai appelé mon projet la Syrie année zéro, en référence à Allemagne année zéro. Mais le grand questionnement qu'on est, c'est voilà, les nouvelles personnes au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? À l'époque, on avait une liberté totale de travailler. Alors souvent, entre journalistes, on aime bien dire que les débuts d'une guerre et la fin d'une guerre, c'est le moment le plus dangereux, mais c'est aussi le moment où on a le plus de liberté. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas encore installées. Là, on est rentré en Syrie en passant par Beyrouth sans aucune autorisation, enfin, pas vraiment d'autorisation, il y avait personne au poste frontière, donc on est rentré très facilement. Et donc ça nous permet d'évoluer dans un pays en mutation, très rapide, 50 ans de dictature qui s'effondre, une énorme inertie aussi, mais cette facilité de travailler. Mais aujourd'hui, on est confronté à beaucoup plus de contraintes dans l'application de notre métier, et je pense qu'on en reviendra tout à l'heure aussi sur ce thème-là. Une autre question sur ce thème-là, avant de passer au suivant. On parle beaucoup de la lecture de l'image. J'ai moi-même employé l'expression. Voilà. La question, c'est comment ça s'apprend, parce qu'on peut vouloir dire il faut apprendre à lire l'image, bassiner tout le monde en disant oui, mais une image, ça s'apprend. Enfin, en tout cas, on peut apprendre ça, mais comment on peut décortiquer, apprendre à lire un texte, on voit bien, mais ça veut dire quoi, au fond, apprendre à lire une image? Et comment ça se fait? Une image photographiée ou dessinée, c'est un mode d'expression comme l'écriture. Donc, ce sont des écritures. Lire une image, c'est comprendre son cadrage, la façon dont elle a été cadrée, dont elle a été construite, quel est le médium. Je parle de la photographie. Peut-être dire quelques mots sur le dessin ensuite, et Édouard va compléter. Quelle est la distance que le photographe a choisi d'adopter par rapport à son sujet? Est-ce que c'est une photographie en couleur, en noir et blanc? Enfin, il y a tout un certain nombre d'éléments qui permettent d'analyser la construction d'une photographie. Basiquement, je pense que ça, c'était partir sur quelques questions et donc se poser des questions. Se poser des questions par rapport sur l'image et se poser. Ok. Non, très bien. Édouard, tu veux peut-être compléter peut-être puis des images. Je pense que de toute façon, la photographie, c'est comme l'écriture, même la parole. Les mots que je suis en train d'utiliser, je ne les ai pas inventés. La façon de construire mes phrases aussi est issue de ce que je vais lire, de ce que je vais entendre, que ce soit à la radio ou dans les journaux. La photographie, c'est la même chose. Chaque photographie, ce sont tous les mots qu'on va utiliser pour créer notre propre création, entre guillemets, de l'image. Plus on va étoffer notre culture de l'image, mais dès l'école. Moi, je participe beaucoup à des cours d'éducation aux médias dans les écoles, où on fait des liens avec les photographies d'actualité, du passé, et on leur montre les différents courants pour fabriquer une image, parce que c'est vrai qu'on pourra parler de la subjectivité aussi tout à l'heure. J'aime bien dire qu'on est tous totalement subjectifs en tant que journaliste. L'important, c'est d'être un minimum honnête dans ce qu'on va faire, de ne pas vous tromper. Mais en effet, on choisit un cadre, on choisit une limite droite, une limite gauche, et notre distance aussi par rapport au sujet. Est-ce qu'on va vraiment être au milieu des personnes qu'on va photographier ou au contraire prendre un peu plus de distance? Enfin, notre présence sur place va générer aussi beaucoup d'interférences avec la vie des personnes. Donc ça, nous, on doit là-dedans essayer de construire l'image la plus honnête possible pour qu'elle puisse
être décrypté par les personnes. Je pense, dans la photographie de presse, il faut quand même rester de quelque chose d'assez simple. Si on est obligé de mettre une légende d'une page à côté, je pense qu'on manque un tout petit peu notre sujet. Je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est qu'il y a une histoire de la photographie, et en photographie de presse, il y a ce que vous connaissez, ce sont les icônes, ce sont les grandes images reconnues par tous, ou souhaitons-le par beaucoup. On a souhaité, dans la construction de nos duos, faire référence à quelques-unes de ces images, ces grandes images de la photographie. Il y a par exemple... Celle-ci. Voilà, de Charles Clyde Emmett. Il y a aussi la petite fille brûlée au napalm de Ning Ut. Voilà, il y a quelques duos comme ça qui jouent avec ces icônes de la photographie et desquels les dessinateurs s'emparent d'ailleurs souvent parfois, je ne sais pas. Sur des photos comme ça, si vous vous amusiez à faire une recherche iconographique dans l'ensemble des dessins de presse du monde sur la base de cette photo, vous allez en trouver des centaines qui sont partis de cette photo, comme des plus connus, comme de toutes les images que vous avez tous en tête, parce qu'elles constituent notre imaginaire visuel collectif, la Joconde, je ne sais pas, le sacre de Napoléon, enfin, les tableaux les plus connus, le radeau de la Méduse, combien de fois on a utilisé le radeau de la Méduse, ou des films très connus, combien de fois on a parodié, ou des bandes dessinées, Astérix. La bande dessinée, c'est encore plus facile à parodier en dessin de presse, le style graphique est encore plus proche, mais ou des grands films, Autant en emporte le vent, le nombre de fois on a parodié l'affiche d'Autant en emporte le vent. J'en ai même fait un avec Trump qui tenait l'Europe, parce qu'en plus, Autant en emporte le vent. Oui. Mise en abîme. Non, ça évidemment, c'est très très fréquent pour nous. Alors, apprendre à lire une image, alors en dessin de presse, c'est une question qui est particulièrement pertinente. On le fait, nous. C'est-à-dire que quand je dis nous, je parle de Cartooning for Peace, avec les dessinatrices et les dessinateurs. Donc, Cartooning for Peace, en 2 phrases. Et si ça vous intéresse, vous pourrez cramer une de vos questions pour en demander plus. Cartooning for Peace, c'est une association qui a été créée par Plantu il y a bientôt 20 ans, dans le but de, à partir du dessin de presse, le montrer, l'exposer, le décrypter, faire en sorte que vos yeux continuent à consommer du dessin de presse et à s'y habituer, on va en parler, à le comprendre, à le décrypter. L'utiliser comme support pédagogique, c'est ça dont je vais parler maintenant, auprès des jeunes publics en particulier, dans les lieux d'enseignement, pour travailler sur les droits de l'homme, la démocratie, le débat. Qu'est-ce que c'est qu'un débat? Notion de plus en plus importante de nos jours. Comment est-ce qu'on peut débattre démocratiquement entre nous quand on n'est pas d'accord? C'est-à-dire toujours, puisque heureusement on n'est pas d'accord. Heureusement qu'on n'est pas d'accord, sinon je ne vois pas bien ce qu'on construirait d'intéressant. Et troisièmement, pour accompagner du mieux qu'on peut dessinatrices et dessinateurs qui sont menacés dans l'exercice de leur activité. Ce qui peut arriver en France, on a eu 1 ou 2 événements particulièrement dramatiques en France, mais ce qui arrive surtout très très régulièrement dans des tas de pays où la démocratie ne fonctionne pas si bien que chez nous, en tout cas pour la partie liberté d'expression, et où on doit essayer du mieux qu'on peut avec notre réseau Amnesty International, Reporters sans frontières, d'autres structures, les réseaux diplomatiques, essayer de voir comment on peut les aider sur des frais juridiques, du matériel qui a disparu, qui a été confisqué, parfois même l'exil, des tas de questions comme ça. Donc ça, c'est l'ensemble du travail que fait l'association qui vit de subventions publiques, un petit peu de partenaires privés, de dons de particuliers. Je laisse infuser, voilà. Et donc, sur la partie pédagogique, Cartooning for Peace, donc on fait des ateliers, on en fait plusieurs dizaines par an, centaines même, en France, y compris dans nos programmes à l'étranger. Et on est vraiment obligé d'apprendre, ça se fait par la discussion et en montrant des dessins, mais d'apprendre au jeune public à lire un dessin de presse. Pourquoi? Parce qu'un dessin de presse, ça fait vraiment partie des images qui sont le plus truffées de codes. Pourquoi est-ce qu'on utilise autant de codes? C'est simple. On vous raconte une actualité. Moi, je parle avec le journaliste sur l'article que je dois décider pour demain matin. Le journaliste me parle pendant un quart d'heure. Et tout ce qu'il m'a dit pendant un quart d'heure, il faut d'abord, que je trouve un truc que j'ai envie de dire par rapport à ça. Et ce que j'ai envie de dire, il faut que j'arrive à le mettre dans une image. Alors, on peut tricher, faire un strip en 3 cases. La plupart des dessins de presse, c'est une image. Et si possible, avec le moins de dialogue possible. Parce qu'un dessin de presse qui a mis 15 secondes à lire, c'est pas terrible, en général. Et donc, pour faire ça, vous allez être obligé de prendre des raccourcis. C'est évident. Donc, on utilise des allégories. Si je dessine une dame avec un bandeau aveugle, avec une balance dans une main et une épée, c'est la justice. Oui, c'est la justice, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris que c'était le symbole de la justice. Et là, je vous donne qu'un code. Mais on en a plein des codes. Marianne, une autre allégorie. Ça symbolise quoi, Marianne? Et ainsi de suite. Un drapeau. Un homme politique. Il y a
Ariane. Si vous ne savez pas qui est Vladimir Poutine, mon dessin, déjà, c'est vachement moins drôle. Hein. On se dit, Donc, ça signifie que, déjà, vous parlez à des gens qui suivent l'actualité. Sinon, c'est même pas la peine de consommer du dessin de presse si vous ne suivez pas l'actualité. Enfin, du dessin d'actualité, faut être précis, du dessin éditorial. Si déjà, vous n'avez pas le contexte vous-même, le dessin va peut-être vous apporter quelques éléments de contexte que vous n'aviez pas. Mais il faut au moins avoir la base de ce qui s'est passé dans ces derniers jours sur cette actualité. C'est un public particulier. Donc, il y a tous ces codes visuels, il y a tous les codes linguistiques. C'est pour ça que le dessin de presse voyage très mal. Parce sauf quand il y a quelques dessins de presse universels, on a des grands maîtres dans notre réseau qui font des choses, il y en a beaucoup qui sont dans le livre, qui font des dessins sans texte, sans rien, très universels sur les thématiques. Il y en a quelques-uns, mais la plupart des autres, surtout quand on parle de politique, on joue avec la langue aussi. Et puis la langue, l'argot, les expressions, parfois on fait des jeux de mots. Donc ça, c'est un contexte culturel supplémentaire. Et puis alors, un contexte hautement culturel et hautement difficile à exporter, l'humour. Alors ça, déjà, il y a un humour par personne dans cette salle. Déjà, aucun d'entre nous n'a rigoureusement le même. Et alors, imaginez si vous commencez à franchir les frontières, là, c'est extrêmement compliqué. Donc tout ça, même avec un public de gens qui sont de mon pays, de ma culture, etc., il y a un travail à faire pour expliquer, pour dialoguer. Et sachant qu'en plus, la perception de l'humour, déjà, il faut comprendre l'humour. Et en plus, la perception de l'humour évolue avec le temps. Elle évolue avec les générations. Là, autant vous dire qu'avec les générations actuelles, en tendance, heureusement, tout n'est pas uniforme, mais en tendance, avec les générations actuelles, l'humour noir et caustique, c'est pas évident, quoi. Beaucoup de pédagogie. Le nombre de fois où on entend « Ah ben non, ça se fait pas ». Donc on essaie de travailler, mais d'accord, mais il dit quoi le dessin? Par exemple, un dessin de Gillot génial où il y a un escalier gigantesque, il y a un type en chaise roulante qui est en bas de l'escalier, et ils ont dessiné le logo accessible aux handicapés, mais sur les marches. Pardon. Donc on est dans l'humour absurde. Le nombre de fois où j'ai entendu des gamins me dire « Ah ben non, ça se fait pas ». Je dis « Pourquoi ?» Ça se fait pas de rire. Je dis « Mais il dit quoi le dessin ?» Et donc on parle. Et au bout d'un moment, ils finissent par dire le dessin, il attire l'attention sur le fait qu'il y a encore beaucoup de lieux. Voilà. Donc il utilise l'humour noir pour vous faire réagir, et en vous faisant réagir, il vous amène sur le sujet. Et après qu'on a fait ce dialogue qui est donc apprendre à lire une image, on arrive à la conclusion que finalement, peut-être le dessin, il est assez malin, en fait. Et il sert la cause. Et il ne se moque évidemment pas du type dans son fauteuil. Pierre, vous vouliez compléter? Oui, en feuilletant le livre, on se rend compte à quel point notre imaginaire et notre rapport à l'histoire est aussi façonné par les photos. Et c'est des photos sur lesquelles on a à peu près à 100% une reconnaissance immédiate et on sait de quoi il s'agit. Et ces photos, elles permettent de faire des correspondances plus tard. C'est-à-dire que là, par exemple, quand il y a l'homme du char de Tiananmen, tout le monde connaît l'homme qui arrête la colonne de chars de Tiananmen. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas vu passer à un moment ou à un autre cette image. Et dans le livre, elle est avec un dessin où c'est une femme qui arrête une colonne de mollahs à Téhéran. Et qui sont caricaturés en chars eux-mêmes. Et donc, cette correspondance à 50 ans d'intervalle ou à 40 ans d'intervalle entre un événement chinois et un événement iranien, elle est juste formidable. Et ça fait appel à notre savoir collectif, commun, où il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. On sait de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Et bon, vous voulez compléter avant qu'on... Je pense à David contre Goliath, en fait, finalement, cette image. Absolument. Alors, je voudrais juste ajouter une chose, mais c'est en une phrase, promis. Ouais. Maintenant, il y a même une étape supplémentaire quand on apprend à lire une image. C'est que d'abord, il faut leur apprendre, elle vient d'où l'image. Ça, avant, on n'était pas obligé. Parce qu'avant... Oui, tout le monde va me comprendre. Avant l'invention d'Internet... on n'avait pas ce problème, parce que grosso modo, 99% de ce qui circulait, c'était sur papier, et c'était à peu près fiable. Il y avait quelques olibrius qui faisaient des bouquins, voilà, mais c'était sanctionné par un éditeur, c'était sanctionné par un patron de presse, c'était des informations, c'était un livre scolaire. Ce qu'on avait dans les mains, on pouvait à peu près faire confiance. Évidemment, c'est plus du tout le cas. Il y avait quand même la censure stalinienne où on effaçait les gens sur les photos. Oui, je parlais en France, oui. oui, je parlais. Oui. Ça fonctionne. Et maintenant, on est aussi obligé de faire ce travail. Et ça aussi, c'est apprendre à lire une image. Oui, mais justement, ce que je trouve difficile sur ce sujet d'apprendre à lire une image, c'est que ça fait maintenant une petite vingtaine d'années qu'on entend ça. Il faut apprendre à lire une image. Et là, tout ce qu'on entend de ce que vous dites, c'est qu'il faut quand même savoir apprendre à lire une image. Et qu'on ne peut pas juste décréter qu'une image, ça apprendre à lire.
Et c'est pour ça que je pense que tout ce que fait Cartooning for Peace est important aussi pour essayer de diffuser un peu, parce que quand on est enseignant ou quand on est instituteur, parce que ça commence très tôt aussi, la question de l'image, on n'a pas toujours cette capacité à avoir l'ensemble de ces savoirs, hein, qui nous permettent d'enseigner la lecture de cette image. Et donc je pense effectivement que c'est une phrase qu'on devrait un peu plus compléter que d'habitude quand on dit savoir lire l'image. Alors je vais essayer de changer un peu l'organisation des choses, parce que j'imagine que les uns et les autres ont envie de poser des questions. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle de la question démocratique au moment où vous ferez vos conclusions, puisque je sais que c'est aussi un des sujets que l'on souhaitait ardemment poser, puisque vous verrez, c'est vraiment le fil conducteur de cet ouvrage, c'est le lien entre la liberté de la presse et la question démocratique. Mais on va commencer à prendre quelques questions, vous pourrez y répondre, on fera ensuite un point sur la démocratie. Enfin, bien sûr, s'il y a des questions. Est-ce que... Ah oui, je me disais bien. Monsieur, est-ce qu'il y a un micro qui peut se balader? On va en prendre 3. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on s'arrête sur quelques duos qui sont passés, n'hésitez pas, parce qu'ils sont... Là, c'est monsieur... Voilà, super. Allez-y. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur le problème de la lecture de l'image et des références, des connotations de l'image. Bon, vous avez un certain âge, vous connaissez l'histoire de cette jeune femme, de cette jeune fille au Vietnam, l'histoire de Tiananmen. Mais comment quelqu'un de 20 ans ou 25 ans peut décrypter quand il n'a pas ce fond culturel? Monsieur devant, une troisième. Merci. Merci. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait en première page du Monde et puis du New York Times aussi, je crois, un dessin. Justement, il y avait Plantu pour Le Monde et puis ça a disparu. Et je crois que ça a été une date, ça, je crois, pour vous. Enfin, je sais pas, est-ce que ça a été une date, ça, pour vous, de voir disparaître des premières pages de journaux les dessins de presse, quoi. Enfin, un dessin de presse. Quelqu'un? Oui. Merci de vos interventions. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce que le réel? Vous avez 3 heures. Oui, là, oui. Mais déjà, on est sur la bascule du monde. Alors, si en plus, il faut aller sur le réel, franchement, c'est pas facile. Vous ne nous simplifiez pas la tâche. J'ai dit qu'il fallait arrêter d'inviter les profs de philo. Bon, tant qu'on est sur la question de la lecture, enfin, en fait, il y a deux questions. Poursuivons un peu sur la question de la culture de l'image et surtout comment ça se transmet, parce qu'effectivement, la culture, ça doit se transmettre pour pouvoir décrypter. Mais aussi, je trouve intéressant la question de la place du dessin de presse, mais aussi de la photographie de presse aujourd'hui dans les médias. C'est-à-dire qu'on voit bien que la place a un peu reculé. Comment on arrive à contrecarrer ça? À la fois, Le Monde a fait aussi un choix de faire tourner pas mal de dessinateurs de presse. Enfin, voilà. Comment aujourd'hui vous vivez à la fois, pour poursuivre la question sur la lecture, et donc comment ça se transmet d'une génération à l'autre, et aussi la place qu'a aujourd'hui le dessin de presse dans les médias. Pierre? Cac, mieux placé. Cac aimerait réfléchir un peu. Non. Alors, rapidement sur la première question. Donc c'est la fameuse question, est-ce qu'on a la référence ou est-ce qu'on n'a pas la référence? C'est quelque chose une question qu'on se pose nous en permanence quand on est sur le point de pasticher, parodier une œuvre connue. C'est à quel point, enfin c'est le pari qu'on fait que cette œuvre est suffisamment connue pour que la grosse majorité de notre lectorat, là on pense à celui de notre média d'abord. Donc c'est ça qu'on va prendre en tête. C'est pas tous les Français, c'est ceux qui lisent mon média. Moi, c'est pour eux que je dessine. Hein. Donc en l'occurrence, le dessin qu'on a vu tout à l'heure, c'était pour le journal L'Opinion. Donc quand c'est un dessin pour L'Opinion, pour le quotidien, je me pose la question, est-ce qu'à mon avis, mais tout ça est assez subjectif, hein, est-ce qu'à mon avis, ils ont la ref? Si je parodie cette photo, si je parodie Terminator 2, voilà, si je parodie un film de Pixar, et ainsi de suite, est-ce qu'ils vont avoir la ref en fonction de ça? Et c'est un pari, en fait, on ne peut pas être sûr. Plus on est sur des choses très 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 connues, plus on se dit, a priori, je ne vais pas laisser trop de gens sur le bord de la route, mais il y a toujours un petit peu ce pari. Sur l'histoire de la disparition du dessin, alors pas dans le Monde, puisque Le Monde, désormais, vous avez un dessin, alors c'est juste que les auteurs changent, puisque c'est Cartooning for Peace et Le Monde qui, en partenariat avec les dessinatrices, dessinateurs membres de notre réseau, proposons des dessins au journal qui vont en une du Monde. Donc maintenant, ce sont des dessins du Monde, à la une du Monde. Donc, je trouve ça, il y a une sorte de logique. C'est Plantu qui a eu cette idée géniale. Pour le New York Times, qui est parmi nous en plus. C'est ça que tu me dis, Laure? J'entends pas. Pour le New York Times,
de manière très synthétique pour ne pas monopoliser la parole. En 2019, effectivement, à la suite d'un dessin qu'ils avaient pris dans une banque d'images en plus, qui n'était même pas fait par leur dessinateur maison, ils en avaient 2, de dessin d'un Portugais qui s'appelle Antonio, d'un dessinateur portugais. Ça a créé une polémique, c'était autour de Netanyahou et Trump. Vraiment, je vais synthétiser. Et le journal a décidé, à la suite de cette polémique, non seulement de ne plus publier de dessins de presse issus des banques d'images, mais de ne plus publier de dessins de presse du tout. Ils ont licencié leurs 2 dessinateurs, qui n'y étaient absolument pour rien. Alors, oui, c'est un choc, parce que ça vient des États-Unis. À l'époque, on n'était pas encore sous l'ère Trump. Ça restait quand même pour nous, en matière de presse et de liberté d'expression, un pays où, normalement, il y a encore de la marge. On peut faire et dire des choses avec une école de la rigueur du journalisme. Donc, on était vraiment sous le choc. C'était un très mauvais signal envoyé. Et depuis, malheureusement, des dessinateurs historiques qui se font licencier par des journaux, c'est de plus en plus fréquent. Je crains que dans la majorité des cas, les prétextes qui sont utilisés pour rompre ces contrats, parfois de 40 ans, sont plus en réalité une illustration des problèmes économiques de la presse, d'une part, et dans certains pays, de ne pas avoir envie de créer des polémiques. Notamment aux États-Unis, ils sont terrifiés par les polémiques sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même aussi une grosse difficulté économique. Et dans ces cas-là, quand vous êtes un journal de presse écrite, et c'est ceux qui nous font vivre, nous d'abord, photographes et dessinateurs, un journal de presse écrite, quand vous devez commencer à sortir les ciseaux et à couper dans les coups, à l'arrivée, vous êtes quand même un journal de presse écrite. Donc, au lieu de virer un journaliste qui écrit des papiers, vous allez peut-être virer le dessinateur ou le photographe, ou l'illustrateur. Voilà. Ou alors, vous allez donner moins de moyens pour aller sur le terrain. Voilà. Donc, ça, pour nous, le New York Times, c'est un peu l'illustration de ça. Et comme j'ai été trop long, je répondrai sur qu'est-ce que c'est que le réel. Tu reprendras sur le réel. Je pense qu'un exemple, c'est lorsqu'il y avait le conflit ukrainien qui a commencé en 2014. Moi, j'ai pu m'y rendre entre 2017 et 2018. Donc, on approchait le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et même si ce n'était pas du tout les mêmes proportions, je savais qu'en tant qu'intervenant scolaire, je me suis vraiment concentré sur la notion de guerre de tranchées, en essayant d'avoir une iconographie de la tranchée pour pouvoir le montrer aux enfants qui apprenaient ça à l'école, en fait. Donc ça permettait de créer des liens. La grande difficulté maintenant, c'est qu'avant, un peu comme finalement la démocratie représentative dans laquelle on est, la presse, c'est à peu près la même chose, il y a une forme d'horizontalité au niveau de l'accession à l'information. Les personnes vont, de par leur téléphone portable, avoir accès à une, entre guillemets, information, des images, des vidéos, beaucoup d'ailleurs la guerre en Ukraine, c'est ça, qui proviennent de comptes séparés, isolés. Ils ne savent pas qui les finance, ils ne savent pas comment ils font, mais ils vont aller chercher ça comme une certaine volonté, on a l'impression en ce moment, d'avoir une forme de démocratie directe, balayant, on va dire, la représentativité. Nous, les journalistes, je me considère presque comme finalement un truc de service public, en fait, une institution qui est censée filtrer, entre guillemets, les images pour qu'elles puissent redescendre au niveau du public. Donc la difficulté, c'est d'arriver à expliquer à ces écoliers, enfin collégiens, lycéens, que les images qu'ils vont venir voir d'Ukraine, qui ont été captées par des GoPros sur des fusils, mais qui ont été aussi, entre guillemets, censurées. Que s'ils les voient, c'est aussi de la propagande. Et que nous, on est garant, entre guillemets, d'être un intermédiaire pour essayer de filtrer les images et leur montrer un contexte. Donc l'idée, elle est là. Donc, pour l'éducation, c'était le choix que j'ai opéré, c'est essayer d'aller trouver des photos qui correspondaient aussi au manuel d'histoire de l'éducation nationale, en quelque sorte. Ça répond aussi à la question du réel, c'est ça qui est intéressant. Si, puisque c'est oui. Un réel. Oui, je pense que je ne m'approcherai pas. Oui. Emmanuel, ajouter quelque chose. Emmanuel et Pierre, ensuite. Je ne vais pas me lancer dans une réponse de ce qu'est le réel. Je m'interroge moi aussi chaque jour sur... Mais je voudrais reprendre peut-être ce qu'a dit Guillaume Herbeau dans l'entretien croisé qu'il a mené avec CAC. Sur le fait qu'un des enjeux importants de son métier de photojournaliste, c'est la représentation de la réalité et de la fiabilité de ce qu'il raconte. Et être photographe impose d'être plongé dans cette réalité. Et aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que le photojournalisme, il y a eu des courants documentaires, post-documentaires. Se sont réclamés beaucoup de photographes comme Guillaume, d'ailleurs, qui a pris une distance. Et ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une urgence peut-être en photojournalisme à s'en tenir au reportage pur, pas trop intellectualisé, être sur le terrain, rapporter la réalité. Il y a beaucoup de jeunes photographes qui se lancent dans le reportage. À nouveau, on est sur des images plus directes. Revenir à quelque chose de brut. Voilà, c'est ce qu'il exprime. Et je suis assez d'accord avec ça dans ce que j'observe dans mon métier.
Et puis il y a ces espaces certifiants qu'il faut absolument assurer que les images soient authentifiées. Et ça, il y a beaucoup d'organismes de gestion collective qui travaillent en ce moment. Bon, voilà. Je ne vais pas décaler sur l'IA, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc ce retour reportage book, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a ce courant-là en ce moment qui... Voilà. En effet, bon, je ne vais pas aussi m'éterniser là-dessus, mais souvent on pose la question, Édouard, tu travailles en noir et blanc à la pellicule dans des conflits contemporains, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres photographes aussi qui travaillent sur place, qui sont des agenciers, qui travaillent autant pour l'AFP, AP, Reuters, des agences qui permettent de diffuser, on va dire, le message. Si j'étais seul à un endroit où il se passait quelque chose, on va dire, de grave, ça peut être des massacres ou même un événement particulier, et que j'étais le seul, ben là, je prendrais un appareil photo numérique et j'essaierais d'envoyer le plus rapidement possible, bien sûr, après avoir compris ce qui se passait avec mes sources, etc. Toute la difficulté, c'est de savoir voilà, comment est-ce qu'on va s'approcher. Le post-documentaire aussi, on va dire, c'est un grand débat depuis l'exposition de Luc Delahaye là, en ce moment au Jeu de Paume. Moi, de mon côté, je m'en tiens à une approche entre guillemets du photojournalisme très classique, où il n'y a pas, par exemple, de mise en scène ou de montage. L'idée, par contre, la forme de la photographie change justement pour revenir à un archétype de l'image, donc faire ressurgir cette sensation de déjà-vu au niveau du public ou des écoliers. Mais il faut s'en tenir, en effet, aujourd'hui, à une forme de rigueur dans l'application de notre métier, parce que déjà, c'est un métier qui est malmené. On a de moins en moins de moyens. On parlait des conditions économiques. Personnellement, et je l'avoue, hein, je ne pars pas en Syrie en commande. Je n'aurai jamais les moyens de faire ce travail-là en commande pour un magazine ou un journal. Je suis obligé de partir à mes fonds propres et travailler d'un autre côté pour pouvoir me financer et prendre le temps que j'estime nécessaire pour réaliser mon métier. Et ça devient triste, en fait, de me rendre compte que je ne pourrais pas faire ça continuellement tel que j'en ai envie et que 30% de mon temps, je dois le passer sur des choses qui me permettent de me financer. Et je pense que aussi, les journaux, finalement, ont viré tous les photographes. Il n'y a presque plus aucun photographe dans les équipes des journaux. Ce ne sont que des indépendants. Et quand on voit le nombre de titres, on ne peut pas en vivre. Je n'ai pas la carte de presse. Parce que je ne gagne pas plus de 50% de mes revenus par des entreprises de presse. Mais lorsque je travaille avec l'éducation nationale, lorsque je fais des expositions, lorsque je fais des conférences, je peux avoir des rémunérations, mais elles ne sont pas considérées comme venant d'un titre de presse. Intéressant. Voilà. Pierre, vous vouliez compléter ? Oui, le gros enjeu de notre époque, de l'époque des réseaux sociaux, de l'époque de la prolifération des sources d'information et de la circulation aussi bien de textes que d'images, c'est la confiance. Et on est dans une époque où on a chaque année ce sondage de la Croix sur la perte de confiance dans les journalistes. C'est de restaurer cette confiance et de regagner le statut de tiers de confiance que le journaliste doit avoir pour certifier l'information, pour certifier l'image, pour certifier ce qui vient devant vous, qui défile devant vous à grande allure et sur lequel souvent vous ne pouvez pas identifier la source parce que sur les réseaux sociaux, tout est à égalité. Et cette réhabilitation du tiers de confiance, elle est vitale si on veut éviter la confusion généralisée dont nous sommes clairement menacés. Parce qu'au milieu de ce flot d'informations, il y a à la fois de la fausse information accidentelle, mais il y a aussi de la délibérée, de la manipulation, de la désinformation. Et encore, je n'ai pas encore parlé de la technologie qui permet aujourd'hui d'inventer des choses qui n'ont jamais existé. Mais donc, tout ça, c'est vital parce que, je vais citer Hannah Arendt, ça fait bien en général, mais elle a dit une chose en 1973, donc bien avant Internet, mais elle a dit quelque chose qui correspond à 100% à notre époque. Elle a dit, quand on vous ment, le but n'est pas que vous croyiez le mensonge, il est que vous ne croyez plus en rien. Et avec un peuple qui ne croit plus en rien, on fait ce qu'on veut. Exactement. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que dans ce flot de vraies et fausses informations, vraies et fausses images, manipulées ou pas, vous ne savez plus distinguer le vrai du faux. Et donc, comment distinguer le vrai du faux ? Ça passe par des gens dont c'est le métier et qui répondent à des règles déontologiques, professionnelles, éthiques. Sauf que la société dans laquelle on est ne reconnaît plus ça.
il faut qu'on balaye devant notre porte. On a sûrement des responsabilités aussi dans cette dégradation-là. Mais je pense que si on ne rétablit pas cette confiance-là, on va dans le mur collectivement et assez rapidement. Vous faites la transition sur la question démocratique, puisqu'on a besoin en démocratie d'avoir des débats éclairés, d'avoir des vraies informations, de savoir se repérer dans les débats publics. Et au fond, la liberté, une presse libre, c'est ça qui nous permet d'être dans une démocratie consolidée. Et on voit bien que la démocratie, qui a quand même été un modèle très valorisé, qui a été objet de combat pour obtenir la démocratie, et aujourd'hui, y compris dans des régions dans lesquelles elle est installée depuis très longtemps, fragilisée, et sur en plus un argument complètement insensé qui est que la démocratie empêche de fonctionner. C'est un peu le principe des illibéraux de dire la démocratie, elle est trop normée, la démocratie, elle empêche de fonctionner. Et donc on voit bien aujourd'hui que par essence même, pour ce qu'elle a toujours permis de faire, c'est-à-dire un lieu de liberté, aujourd'hui elle est au contraire contestée par l'inverse de ce qu'elle a permis de faire pendant des décennies. Aujourd'hui, en regardant le site de Reporters sans frontières, aujourd'hui, les chiffres sont que 507 journalistes et 39 collaborateurs de médias, et on sait comme les collaborateurs de médias participent aussi beaucoup du travail de journalistes, sont détenus dans le monde. Et on voit bien que ce chiffre-là, mais vous pourrez le compléter, n'a pas vraiment faibli ces dernières années, et qu'après un grand souffle démocratique il y a quelques années sur la liberté de la presse, on voit bien aujourd'hui une rétractation importante, vous l'avez évoqué. Alors peut-être pour essayer de faire le lien entre ce que vous évoquiez sur la vraie information, la question du mensonge, de la manipulation et de la nécessité pour avoir une démocratie solide, d'avoir une presse libre qui peut aller sur le terrain, financer, qui peut traiter l'information. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, selon vous, c'est une question d'abord pour Pierre et puis vous compléterez évidemment les uns et les autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour consolider la presse et donc partant pour aider la démocratie à se resolidifier un peu, parce qu'on a le sentiment que dans un monde qui bascule, on aura encore plus besoin et d'une presse libre et d'une démocratie solide. Le problème, c'est que les menaces aujourd'hui, elles ne sont pas simplement d'autocrates qui mettent des journalistes en prison ou qui les tuent, confère Gaza. Elle est aussi de cette guerre culturelle qui est menée aujourd'hui contre l'information et contre ceux qui la pratiquent. Elon Musk, pareil, on voit qui c'est, il n'y a plus besoin de faire de dessin, si je peux dire. Elon Musk disait il y a quelques semaines dans un podcast, si vous vous informez par les médias traditionnels, c'est que vous vivez dans une réalité alternative. Et c'est une phrase extraordinaire parce qu'il a complètement inversé la proposition. Il y a quelques années, on disait ceux qui s'informent sur les réseaux sociaux uniquement vivent dans une réalité alternative. Aujourd'hui, Elon Musk dit que la vraie réalité, c'est la sienne, c'est celle qu'il véhicule dans ses réseaux sociaux, et que ceux qui sont dans les médias traditionnels sont dans la réalité alternative. Et le danger, il est là. Il est dans cette bataille pour délégitimer l'information. Parce qu'une fois qu'on a délégitimé l'information, on manipule les gens comme on veut. Et donc, l'un des enjeux, et je ne suis pas sûr qu'on soit à la hauteur dans nos sociétés aujourd'hui, il est de défendre cette ligne de crête de la vérité, pour employer un grand mot. Mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on ne peut être qu'absolument épouvanté par la capacité, les moyens dont disposent des gens comme Elon Musk, mais il est hélas pas le seul, pour imposer cette ligne absolue. Elon Musk a lancé en début de semaine, vous avez peut-être entendu parler de ça, Grokipédia. Oui. Grokipédia, vous savez que Grok, c'est son moteur d'intelligence artificielle, et il a lancé la réponse, et il considère que Wikipédia est biaisé, wokiste, libéral, etc. Et donc il a lancé son propre Wikipédia, entièrement généré par intelligence artificielle, qui a déjà près d'1 million d'entrées, quand Wikipédia en a 8 millions,
mais qui sont manuels, qui sont faits. Enfin, il y a sûrement des contributeurs de Wikipédia ici, avec des systèmes de vérification, de contre-pouvoirs internes et de mécanismes qui font que, même s'il y a parfois des choses contestables sur Wikipédia, il y a des mécanismes de contrôle qui sont énormes. Sur Grokipédia, il n'y en a aucun. Vous avez l'intelligence artificielle qui copie beaucoup d'ailleurs les fiches de Wikipédia, c'est assez drôle, et qui a des biais d'analyse qui sont muskiens. Et donc, on a toute la puissance de feu qu'a Elon Musk avec X et avec tous ces moyens d'IA pour imposer un contre-pouvoir médiatique, culturel et informationnel. Voilà. Donc, il faut être conscient de ça, parce que je pense que déjà, beaucoup de gens ne prêtent pas beaucoup d'attention à ce phénomène en disant ben voilà, on choisit ce qu'on veut, etc. Sauf que vous façonnez la vision du monde d'un pays comme les États-Unis avec des moyens techniques et technologiques qui sont d'une puissance absolument majeure. Et avant que ça nous tombe dessus et qu'on soit emporté par cette vague-là, soyons au minimum conscients de ça et défendons ce que nous pouvons défendre d'un écosystème qui est aujourd'hui terriblement menacé. Merci. Emmanuel, Kak, Édouard, qui veut... Comment on sauve si la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire, pour moi tout se joue autour de cette notion c'est une notion de délégation. Tous les jours, tous les citoyens, on délègue des kilos de choses tout le temps. Si je commence à vraiment avoir une baisse de vision à mon œil gauche, je ne vais pas taper sur Internet n'importe qui fait « Ah ouais, moi je suis ophtalmo ». Non, je vais aller chez un ophtalmo diplômé qui a eu son diplôme, qui a fait ses études. Voilà. Si je dois monter un mur, je vais contacter un maçon qui a déjà travaillé par une référence. Je sais que le mec est bon, il va monter mon mur. Et ben, si je veux m'informer, je vais m'informer auprès de quelqu'un dont c'est le métier. Parce que, quoi qu'on fasse, on délègue notre savoir. Aucun d'entre nous n'est né avec une conscience de quoi que ce soit sur le monde actuel dans lequel on vit. On a tout appris. Donc notre savoir est en permanence délégué à quelqu'un. Il est délégué à un professeur, il est délégué à un membre de la famille en qui on a confiance, il est délégué à des écrivains, il est délégué à des journalistes, à des photos. Notre savoir, on le délègue en permanence. Donc, il y a un vrai travail à faire pour remettre cette question dans la tête des citoyens. C'est comme dans les autres domaines. À qui vous voulez déléguer votre savoir? À qui vous voulez déléguer votre santé? À qui vous voulez déléguer votre savoir? À qui vous voulez déléguer le soin de vous préparer à manger? Dans les choses qui sont essentielles. Et le savoir est évidemment fondamental. À qui vous voulez le déléguer? Parce qu'à un moment donné, il y a aussi un petit peu d'hypocrisie. Je pense que les gens qui disent ouais, en fait, les médias, moi, je préfère cette source. Ça veut dire que vous acceptez donc que votre source de savoir n'est plus du journalisme traditionnel, dans lesquels il y a eu quelques journalistes qui travaillaient mal, il y en a quelques-uns, il y a quelques médecins qui travaillent mal, dans tous les métiers, il y a des gens qui travaillent mal, hein. Une toute petite minorité, et le reste, c'est des pros. Donc est-ce que c'est vous qui choisissez de dire, finalement, je décide de déléguer mon savoir, mais il faut vraiment le formuler comme ça. Je décide que désormais, tout ce que je vais savoir va venir de cette source. Et ça, c'est votre choix. Et je pense que cette notion, il faut la travailler très très jeune. Je ne suis pas pessimiste parce que je pense que assez rapidement, une conscience collective, en tout cas tant que le régime démocratique fonctionne, je pense qu'il y a une conscience collective qui va vous ramener vers le fait qu'on a quand même besoin d'être un peu sûr de ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où on n'est plus d'accord sur les faits, ne pas être d'accord sur les opinions, je disais tout à l'heure, Dieu merci qu'on n'est pas d'accord. Mais une société humaine, c'est que des gens qui ne sont pas d'accord et qui font des choses ensemble, basiquement. Donc pour ça, il faut quand même être d'accord sur les faits. Parce que si on n'est même pas d'accord sur les faits, là, pour le coup, c'est la fin du débat. On ne parle même plus des mêmes choses. Et donc, c'est la fin de la démocratie. Et je pense qu'il va y avoir une vraie réaction, à un moment donné, de retour sur des sources plus fiables. Après, j'ai fini. Grande question. Qui décide que ces sources sont fiables? Aujourd'hui, des gens travaillent, ils créent des médias, ils ont la carte de presse. Et il y a plein de choses géniales dans la presse, mais presse écrite, presse radio, vraiment un nombre. Les gens disent, ouais, concentration des médias, oui, concentration financière, mais en termes de diversité, pour l'instant, ça reste phénoménal ce qu'on a en France, par exemple. Mais tout d'un coup, vous avez un Russian Today qui naît. Et les mecs, ils ont la carte de presse, machin, tout ça. Et en fait, ils vous balancent de la propagande du Kremlin sur 80% de leur temps d'antenne. Donc, oui, qui sanctionne? Donc, on a une autorité. Oui. Et est-ce qu'on est tous d'accord pour donner
déléguer à nouveau à cette autorité le soin de nous dire voilà de l'information à peu près sérieuse, voilà de l'information qui ne l'est pas du tout. C'est une énorme question qui fait débat en ce moment d'ailleurs dans la profession de journaliste et au sein des institutions. Emmanuel. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était la question. Alors, humblement, je pense que des gens comme nous qui travaillons avec les auteurs, c'est de continuer à défendre les auteurs, leur permettre d'aller sur le terrain, de produire des images propres, des images authentifiées, de les accompagner, d'expliquer leur travail, de diffuser leur travail. Voilà, je dirais simplement ça. Et puis... produire ces matériaux d'éducation à l'image et puis écouter aussi la jeune génération qui a travaillé avec eux, avec les influenceurs. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Amnesty qui, je trouve, sur son compte Instagram, a trouvé un moyen d'impacter tout public de façon très pertinente avec une jeune influenceuse qui est assez géniale. Voilà, il faut aussi inventer, créer ce genre de savoir-faire. Et poursuivre un travail pour défendre les auteurs photographes, les auteurs dessinateurs. Voilà. Édouard ? Oui, moi, je ne suis pas quelqu'un de très positif de façon générale, mais l'information a un coût. Et il faut aussi, votre boulanger, vous allez payer votre baguette, votre maçon, vous allez le faire construire un mur et vous allez le payer pour son temps de travail. Nous, pour pouvoir travailler, on a besoin de temps. Et donc, bien sûr, c'est un métier. On a aussi besoin d'argent. Il faut aussi faire attention à cette forme, je trouve, moi, j'appelle ça la dogmatisation et la polarisation, entre guillemets, du débat public, où, notamment, on a du mal à travailler, où tout devient avis, tout devient opinion. Pierre, tu parlais de Gaza. Il faut quand même se rappeler que nous, journalistes occidentaux, nous ne pouvons pas rentrer à Gaza. C'est impossible, on ne peut pas faire notre travail. Et surtout, de fait, il y a une forme de décrédibilisation et de non-reconnaissance du travail des journalistes, par exemple, palestiniens, qui travaillent là-bas, qui ne sont maintenant, et c'est sûrement ça la stratégie, vus que comme des éléments de propagande du Hamas. Et c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est comment le fait de nous empêcher de partir, de nous empêcher de rentrer sur ce territoire, crée ces conditions-là. Et on voit même que certains partis politiques français sont allés à l'Assemblée nationale montrer des images de Gaza de leur côté en disant que les journalistes ne font pas leur boulot et que c'était à eux de le faire. Ce n'est pas aux partis politiques de prendre entre guillemets, notre place pour raconter l'information. Donc il faut vraiment qu'on se batte pour pouvoir continuer à aller sur le terrain. C'est de plus en plus difficile parce qu'on a de moins en moins de moyens, que les organismes de communication savent le faire maintenant avec les téléphones portables, tout simplement. Et donc notre place est réellement menacée. Et aussi soutenir les journalistes locaux qui font aussi leur travail. Comme au Liban, on a quand même eu à peu près 16 journalistes libanais qui ont été tués pendant la dernière guerre. On en a très peu parlé. Et je pense qu'il faut aussi que nous, on se serre les coudes dans notre profession, avec les différentes particularités aussi des journalistes locaux qui font leur travail. Et ça, c'est très important. Merci. On va retourner dans la salle. Si vous avez encore des questions, est-ce qu'il y a une ou deux personnes? Oui, madame. Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe... Attendez, le micro. Voilà, prenez le micro, comme ça tout le monde en profite. Je disais, est-ce que vous avez l'impression qu'il existe en France, alors peut-être financièrement, une certaine forme de censure de votre travail? Pour moi, en tant que photographe, la France ne m'empêche pas, entre guillemets, de travailler. C'est les conditions économiques qui font que c'est difficile. Mais par exemple, moi, j'ai jamais eu aucun problème pour partir dans n'importe quelle zone du monde en étant français par mon État, en quelque sorte. Mais c'est vrai que je travaille surtout sur des sujets extérieurs. J'ai beaucoup travaillé pendant les manifestations, notamment les gilets jaunes, etc. Mais je n'ai jamais vraiment senti de blocage total. Alors bien sûr, il y a eu des difficultés pendant les manifestations pour accéder, pour sortir, on va dire, des places. Mais ça, c'était, on va dire, tout ce qui était mouvement lié aux manifestations. Mais je n'ai jamais eu, de mon côté, dans l'application de mon journalisme, qui est très spécifique, je suis photographe, dans l'application de mon métier. Pas en tout cas sur le terrain me concernant. Non, si censure il y a, elle est aujourd'hui à l'échelle mondiale. C'est que, Édouard parlait de ce qui se passe à Gaza, c'est un cas typique de censure. C'est sans précédent, hein. 2 ans de fermeture d'un territoire en guerre à la presse internationale, c'est sans précédent. Là, on est typiquement dans la censure. RSF vient d'ailleurs, avec l'association de la presse étrangère,
en Israël, faire une nouvelle injonction une nouvelle démarche devant la Cour suprême israélienne pour obtenir le déblocage de Gaza. Je ne suis pas sûr que ça passe par là, que ça soit très efficace, parce que c'est entre les mains du pouvoir politique israélien, et même si la Cour suprême le ordonnait, je pense qu'il ne le ferait pas. Mais voilà, ça c'est typiquement. Et on a aussi, il faut bien le dire, une régression internationale sur les espaces de liberté, sur les espaces démocratiques. Depuis une vingtaine d'années, les journalistes sont devenus des cibles. À tel point qu'au Liban, j'étais au Liban la semaine dernière, lorsqu'ils vont dans le sud Liban, les journalistes libanais ne mettent plus le brassard, enfin le gilet pare-balles avec marqué presse, parce qu'ils deviennent au contraire des cibles. Je ne le fais pas non plus. Hein. Oui, et ça c'est quelque chose quand même d'inouï. Moi, j'ai connu une époque où, justement, j'étais correspondant à Jérusalem, où, au contraire, on avait parfois des ennuis, etc., mais le statut du journaliste était respecté, était protecteur. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et il y a des zones entières du monde où on est devenu des cibles. Donc c'est des formes de censure, évidemment. Regardons des dézoomons sur la planète, parce que c'est quand même là que ça se passe. Je parlais que de la France. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée. Je vais juste dire pour la censure des dessinateurs, je veux dire, en France, non, honnêtement. Alors après, oui... en fonction de qui possède votre journal, il y a des choses que vous pouvez dessiner ou pas dessiner. On peut en parler si vous voulez. Mais ça fait donc maintenant 11 ans, donc bientôt 3000 dessins de une que j'ai fait, qui à 90% du temps sont avec des hommes et des femmes politiques de tous les partis, même parfois des partis que vous ne connaissez pas, je pense, ou pas encore. Et j'ai jamais eu la moindre pression de qui que ce soit, ni d'eux, ni de mes éditeurs, ni tout ça. Et à la rigueur, c'est même plutôt l'inverse. Les rares cas où il y a un coup de fil, c'est que le dessin a plu à la personne, ça la fait rire et elle aimerait bien avoir une copie. Donc, mais ça, c'est la situation française. Dézoomons un peu, parce que c'est ça qui compte. On est en train de devenir, en gros en Europe, un peu en Australie, au Canada, des derniers îlots dans lesquels ça se passe à peu près bien. Pour ça, je dis à peu près, il y a quand même des problèmes. Mais ça se passe à peu près bien, parce que la tendance mondiale est très très négative en la matière, notamment avec des pays gigantesques que sont par exemple la Turquie et l'Inde, qui ont basculé, clairement. C'est pas fini, mais ils sont en train de basculer sur un contrôle de la liberté d'expression par le pouvoir en place, et notamment en particulier un contrôle des médias. Et ce qui est intéressant, et j'ai fini, c'est qu'à l'intérieur des médias, souvent, la première cible, c'est ce petit clown qui est le dessinateur de presse, où vous allez vous dire, mais pourquoi on s'en prend d'abord au dessinateur de presse? Franchement, c'est le mec qui fait rire, et justement, c'est le mec qui fait rire. Et ça, c'est pas bon. Parce que le pire pour les autocrates qui veulent vous imposer, y compris chez nous, pour ceux qui veulent vous imposer la peur, le pire pour eux, c'est que vous rigoliez. Et c'est à ça aussi que sert le dessin de presse. On va prendre 2 dernières questions, parce que j'ai vu des mains se lever. Ensuite, vous pourrez conclure et on s'arrêtera. Oui, pour revenir à Musk, en fait, les médias et toute la classe politique utilisent X, donc le média de Musk. On est quand même dans le monde de la servitude librement consentie. Une dernière question, madame. Et puis, alors dans ce cas, allez-y. Non, allez-y, monsieur, et puis madame. On prendra les 2 dernières pour que... J'ai vu une dame... Excusez-moi, oui. Vous avez parlé tout à l'heure, pour qu'on puisse comprendre la signification d'un dessin, il faut avoir des informations à sa disposition pour mieux comprendre, n'est-ce pas? Alors, si on se base sur le fait que le monde est comme un gros livre, et celui qui ne connaît que la première page, c'est comme s'il n'avait tourné que la première page. Celui qui ne connaît que son pays, c'est comme s'il n'avait tourné que la première page. Donc celui qui n'écoute une source d'information, il ne peut pas avoir, si on se base sur le fait qu'il n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son, n'est-ce pas? Dans les conjonctures actuelles où tous les événements sont basés sur des facteurs variés, qui sont des facteurs internationaux, géopolitiques, géoéconomiques, et aussi régionaux et nationaux, comment voulez-vous que les gens ici trouvent? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, j'ai dit, vous avez fait un travail fantastique, ça va être trop court, c'est fini.
vous avez fait un travail fantastique. Je finis par un proverbe qui dit que si on ne peut pas être un soleil dans le ciel et illuminer le monde entier, si on arrive à être une bougie, à la lueur de cette bougie, d'autres bougies s'illumineront et formeront un soleil. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui sont venus ici pour une continuité dans le travail que vous avez fait pour aller dans le sens de Cartooning for Peace? Merci, Madame, pour terminer. Je vous laisserai conclure chacun et chacune. Allez. Oui, bonsoir. Moi, ce qui me pose problème, c'est que vous prêchez des convaincus, c'est-à-dire qu'on est tous là et on a tous envie d'être dans cette démarche-là. Mais si vous regardez, on est très peu, enfin, j'en fais pas partie, à avoir moins de 40 ans. Et ce qui se passe, c'est que comment on fait avec la génération qui arrive, qui maîtrise totalement l'outil des réseaux sociaux, et qui donne l'impression finalement que la véracité de l'information, c'est pas vraiment ce qui les importe. Une image ou une photo, aujourd'hui, elle marche parce que émotionnellement, elle est forte. Et on a beau dire, on a beau démentir, on a beau dire vérifier, qui sait finalement que l'assassinat de Samuel Paty est parti d'un mensonge? Qui sait que les attentats de Charlie Hebdo, ça a été à la suite de dessins de presse qui ont été détournés? Et on a beau le dire, mais nous, on va le chercher, l'info. On la connaît parce qu'on est là-dedans. Mais comment on fait maintenant pour ceux qui nous suivent et qui vont être les garants du futur? Pardon pour le rabat-joie. Je voudrais partir de la dernière question. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles et je trouve que l'éducation aux médias, elle s'est beaucoup développée ces dernières années. Il y a des milliers de journalistes qui sont inscrits dans des associations ou des programmes d'éducation aux médias qui interviennent dans des écoles dans la France entière. Et moi, ce qui me frappe chaque fois que je vais dans un collège ou un lycée, c'est que les questions qui me sont posées, c'est pas est-ce qu'il y a des mensonges ou la vérité, etc. C'est aidez-nous à déjouer les pièges. C'est-à-dire qu'ils ont une véritable conscience qu'on est dans un univers totalement piégé lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas les clés pour échapper à ces pièges. Et ce qu'ils attendent de nous, en tout cas c'est qu'on leur donne ces clés. Et moi, je trouve ça assez rassurant. C'est-à-dire que la génération qui est totalement numérisée et qui n'a pas les mêmes repères que nous, elle est pas dupe de ce qui se passe sur Internet. Je trouve ça encourageant. Voilà, c'est un petit. Je vais être un tout petit peu optimiste sur ce sujet. Et quand je discute avec les profs, je trouve que voilà, il y a. Vous voyez, prenons le conflit israélo-palestinien, c'est ce qui est le sujet le plus compliqué qu'on puisse imaginer dans les discussions scolaires, etc. Moi, j'ai fait un livre sur le sujet et j'ai eu des profs qui sont venus m'acheter le livre en disant, voilà, on a des discussions en classe, et ils me disent on a besoin d'armes pour être capable de dire aux élèves ça c'est vrai mais ça c'est faux, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose malgré tout qui n'est pas désespérant dans ce monde. Tout ce que vous dites est vrai. Il y a sans risque permanent de dérapage et de catastrophe et de réflexes qu'on n'a pas. En même temps, je trouve qu'il y a l'école, elle essaie de jouer son rôle et ça, c'est plutôt encourageant. Merci Pierre. Qui continue? Pour répondre à la première question, je suis d'accord sur la diversité des sources. Quand je disais l'importance de s'informer de sources diverses, je dis simplement veiller à ce que chacune d'elles soit des sources certifiées. Voilà. Parce que si la réponse est moi je m'informe auprès de sources diverses, donc je lis un média professionnel, et par ailleurs je vais sur tous les sites complotistes et ensuite je compare et je crois ce que j'ai envie de croire, je ne pense pas que ce soit un bon conseil. Donc si en revanche, et ça vraiment je le recommande, vous allez sur des sources diverses de manière justement à ne pas tomber sous le joug d'un seul média par exemple, et que l'ensemble de ces sources sont des sources certifiées, c'est de l'information qui est faite par des gens dont c'est le métier, ce sont des professionnels, et ils ne sont pas sous l'influence directe d'un dirigeant de pays par exemple, là pour le coup oui, c'est une très bonne idée évidemment d'avoir des sources variées. Emmanuel, vous souhaitez...
dire un mot en conclusion ou répondre aux questions, ou Édouard? La réponse D, mais non, je pense que oui. Parfait. Alors, juste pour dire un mot à nouveau sur l'ouvrage, pour vous dire que c'est aussi un ouvrage lumineux. C'est pas uniquement un ouvrage où on parle de la guerre, de la difficulté, de la bascule du monde, etc. Il est lumineux d'abord parce qu'il propose une lecture du monde qui nous permet de comprendre, et comme le disait Pierre en introduction, comprendre, c'est aussi augmenter sa capacité à agir et donc se désangoisser un peu, ce qui, dans la période, n'est pas mal. Mais il est aussi lumineux parce qu'il y a beaucoup de dessins de presse qui nous font rire. Et donc, paradoxalement, c'est aussi un livre avec lequel on rit. Et donc, voilà, ne peux que vous encourager à l'offrir, vous l'offrir. Mais il y a de la lumière aussi dans ce livre. Et donc, merci beaucoup à vous quatre de ce projet et d'être venus ce soir. Bravo. Merci.